Au départ, il y a effectivement la petite route qui longe le rivage en Corse. Elle est perchée dans le relief et elle vient surplomber la mer en taillant un tout petit peu dans la montagne. Elle vient se caler là, voilà. Et puis donc elle serpente, elle circule, elle épouse le relief. Et donc on s'est dit que la maison pouvait être comme ça. Voilà. Comme une sorte, un bâtiment très 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 long qui suit des courbes de niveau, qui se cale d'un côté dans le relief et de l'autre côté qui domine le paysage de la mer. Ça c'était les premières idées qu'on avait de ce site et de ce relief. Et puis en étudiant de plus près, en allant, en passant là-bas, on a vu qu'en réalité, ce relief, c'était une forêt. On n'imaginait pas que c'était une forêt. On ne savait pas si c'était du maquis, si ça faisait 2 mètres de haut ou 50 cm de haut. Et finalement, ça faisait 10 mètres de hauteur. Voilà, c'était des chênes verts qui poussaient un petit peu de façon très très filiforme, verticale, pour aller chercher la lumière, très très serrée. Ils poussaient comme du chien-dent finalement. On a imaginé finalement que ce processus de la route pouvait se passer de la même façon dans la végétation. Et donc, pour aller chercher le panorama, cette situation de la maison surplombant la mer, et en même temps, en la cachant, en la camouflant totalement dans la végétation, il a fallu la monter sur des pilotis très très fins, une sorte d'échafaudage. Il a calé vraiment très très précisément à l'endroit où on sort de la cime des arbres, pour que d'un côté la maison soit totalement camouflée, que de l'autre côté on ait cette vision sur une centaine de mètres de long de la maison, très très effilée, cette vision de la mer avec devant soi une sorte de tapis qui était fait de la cime des arbres. Et effectivement, la maison s'est constituée sur cette idée de la circulation en voiture, du moment où la route s'arrête et qu'il faut prendre un petit chemin, on laisse sa voiture, on part à pied, on descend un petit peu dans le relief, on a toujours la vision du paysage, du panorama, et puis tout d'un coup on s'enfonce dans la forêt, dans le sous-bois, et là le paysage disparaît, il n'y a plus que les arbres, ce filtrage très très sombre du ciel. Et puis à ce moment-là, le dispositif qui consiste à utiliser ces échafaudages, créer cette plateforme 10 mètres plus haut que le sol, monter des escaliers en suivant ces échafaudages, complètement enfoncer dans la forêt, ouvrir une porte, et puis, ayant ouvert cette porte, se retrouver au-dessus de la cime des arbres avec simplement la Méditerranée. En fait, c'est une question du minimum et du maximum. Alors, le minimum nous intéresse au niveau des moyens, et le maximum il nous intéresse au niveau des objectifs. Sachant que quand on a le maximum, on peut toujours faire moins, mais que quand on ne l'a pas, on a du mal à l'obtenir. Donc cette maison a été la plus longue possible, elle ouvrait le plus large panorama, la plus grande transparence possible vers la mer. Les moyens, c'était la façon la plus simple, la plus fine, la plus légère de venir la construire. Sachant qu'après, on sait toujours que si on veut plus petit, on peut toujours refermer. Si on veut moins transparent, on peut toujours occulter. Si on veut moins long, on peut utiliser simplement une partie. Tel client, il préférera avoir en permanence la vue sur la Méditerranée, et puis il y aura peut-être un client qui préférera avoir la moitié de sa maison plutôt fermée, plutôt protégée, etc. Cette situation-là sera toujours possible. À partir du maximum, on pourra toujours revenir vers une situation où le client trouvera le plaisir qu'il souhaite. Et donc, ce rapport minimum-maximum, je le trouve très, très excitant, très intéressant au niveau de la recherche du projet. Voilà. C'est aussi un peu ces considérations finalement qui nous ont amenés à introduire dans les projets cette idée du luxe.
parce qu'on a longtemps travaillé au début, les premiers projets qu'on a fait, et même encore, quoi, sur des projets où l'économie était très tendue, où il fallait faire des choses, des habitations dans des petits budgets. Et donc pour autant, on ne voulait pas abandonner cette idée de donner un maximum d'espace, de faire beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu espérer, ou ce que le client, la famille aurait pu espérer. Donc évidemment, ça a conduit à travailler sur des façons de construire ou des façons de faire la conception un peu différentes, mais dont l'unique objectif était à la fin d'arriver à produire des espaces très généreux, très confortables, très agréables à vivre. Et petit à petit, je pense que quand on voit l'évolution, comment ces habitations ou quoi que ce soit d'autre sont vécues dans le temps, après 10 ans, 12 ans, cette notion de luxe, elle apparaît très fort parce qu'on voit qu'il s'est développé à l'intérieur quelque chose une vie qui est une activité qui est très généreuse, qui n'est jamais freinée finalement dans son évolution, dans l'adaptabilité. Et puis d'autres projets où là, la question de l'économie n'était plus principale, comme l'hôtel de luxe à Lugano, où néanmoins, quand même, on nous demandait, on nous invitait, alors qu'on avait travaillé sur des projets très économiques, à travailler sur des projets avec des budgets quasi illimités. Donc ça nous a amené tout ça à repenser cette question du luxe et à se dire que finalement c'est une notion au fond très, très humaine de plaisir, de demander toujours plus et que ça peut être fait sans multiplier les moyens en face, quoi. Donc c'est pour nous maintenant une question très intéressante. C'est pour ça aussi que l'exposition finalement on a fini par l'appeler Habiter du plaisir au luxe parce que c'est pas du tout exclusif. Donc là encore on est dans cette idée du maximum, à savoir le maximum de surface. Alors c'est pas le maximum déraisonnable, c'est d'essayer de trouver une générosité sur la surface, sur la hauteur, sur la quantité de lumière qui va rentrer dans la maison. Et à partir de ce maximum, il induit une facilité. Et cette facilité, les gens peuvent l'utiliser pour effectivement modifier, transformer un certain nombre d'espaces en fonction de la façon dont ils ont envie de vivre ou en fonction de structures familiales qui sont très, très étonnantes, hein, des fois avec des gens qui sont divorcés, remariés, avec quelqu'un qui est plus âgé, qui a des enfants plus grands, etc. Et donc plutôt que de coller très très précisément à chacune de ces situations, il faut donner cet espace maximum qui offre le maximum de facilité dans lequel toutes ces possibilités pourront être réalisées. Ça rejoint un petit peu sur la thermique la conception des serres horticoles. Le système thermique qui sont utilisés par les horticulteurs ou les agriculteurs ou les serristes professionnels, c'est de travailler sur ce maximum. On prend le maximum de soleil possible et puis c'est pas très grave s'il y a quelques déperditions. Voilà. On est totalement à l'opposé, au contraire, de ce qui se passe pour le logement. C'est important pour nous de montrer, comme on l'avait fait avec des maisons, que si on change un peu la façon de faire l'architecture, on peut arriver à sortir de cette façon de faire, là, le prix au mètre carré qui conduit à telle chose ou telle autre chose. Et ça, c'était donc un engagement assez fort sur Mulhouse, et avec la contrepartie, évidemment, de la part du maître d'ouvrage, que si on arrivait à tenir ces conditions de budget, lui, de son côté, n'augmenterait pas le prix des loyers par rapport à la surface étendue qu'on a donnée dans les maisons. Donc ce qu'on peut dire aussi, parce que ça on l'a constaté tout le temps, quoi, c'est que quelquefois le fait d'avoir une contrainte économique, elle est plutôt, elle conduit plutôt à réfléchir autrement et à hiérarchiser les choses, et c'est plutôt une liberté en fait. Le projet au départ, il fonctionne vraiment sur une sorte d'imaginaire, de désir. C'est-à-dire quand on voit sur un plan un terrain comme ça, comme la Corse, au bord de la mer, et qu'on n'a pas d'autre tout de suite, on se dit, bon, ben, si on est comme ça au bord de la mer,
voilà, il n'y a pas 36 solutions. C'est beau de voir la mer, donc il faut voir la mer partout où on est dans la maison. Donc ces projets-là se construisent comme ça, ou comme au Cap Ferret, mais aussi avec l'idée que après, quand on découvre le site, il y a d'autres choses qui interviennent et qui complexifient un peu le projet. Et puis au Cap Ferret, c'est autre chose, puisque là, c'est une forêt avec des pins et qui a été préservée. C'est un terrain où il n'y a jamais eu de construction. Et là, l'idée, elle se dit, il faut arriver à voir la mer, mais sans couper d'arbres, parce que c'est des arbres assez vieux. Et le projet, là aussi, se construit avec cet existant et une façon de se glisser dans le lieu sans faire de dégâts aussi, sans faire des choses irréversibles comme raser une pièce de forêt, ou cette conjonction un peu des situations et des désirs qu'on peut avoir nous et aussi l'usager qui crée aussi les projets avec des situations qui donnent déjà une partie de la réponse. Comment est-ce qu'on peut être très délicat dans des situations comme ça qui, au fond, ne demandent pas forcément d'être modifiées. Et ça, c'est souvent, ça dépend des situations. C'est-à-dire que dès qu'on est dans des situations où il y a vraiment une vue étonnante ou du paysage, ce qui est le cas de la maison en Corse, de la maison Cap Ferret, ce qui peut être le cas dans les tours et les banlieues. À Nantes, là, par exemple, on vient de démolir des tours qui avaient une vue sur la Loire absolument exceptionnelle. Bon. Quand on a ce luxe de vue, de situation, c'est vrai que c'est à la limite un simple balcon qui s'étend largement, qui donne vers la vue, c'est suffisant. Après, il y a d'autres situations qui sont peut-être le cas de la maison à la Tapie ou des logements à Mulhouse, où l'environnement n'a pas la même qualité et où là, finalement, il y a une sorte de... On va recréer un monde vaste, large, à l'échelle de l'habitation, dans lequel il y a cette idée du jardin d'hiver, mais voilà, parce qu'effectivement la vue va un petit peu moins loin et donc finalement il y a besoin d'un espace intime, personnel, un peu plus important. C'est replacer la maison ou l'habitation ou la villa dans un cadre plus large, c'est-à-dire que finalement elle ne s'arrête absolument pas à ses murs, à ses propres murs ou à ses propres fenêtres. Sa limite, c'est jusqu'où va la vue. Cap Ferret, la limite de la maison du Cap Ferret, c'est l'autre côté du bassin d'Arcachon. Et donc dans chaque situation, c'est un petit peu ça, se dire, voilà, ici, mon bureau, mais effectivement, il va jusqu'au Sacré-Cœur. Non, mais je pense que c'est très, ça très épicurien aussi, hein, ces situations. C'est de profiter, en fait. C'est vraiment... Voilà, c'est très simple, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, quand on va au bord de la mer, je pense que personne n'imaginerait ne pas voir la mer. Donc voilà, si on a une vue comme ici, on préfère avoir des baies vitrées que ne pas en avoir. Ça, c'est totalement, c'est un sentiment, je pense, partagé par tous et on ne voit pas pourquoi l'architecture serait quelque chose de plus compliqué que ça, quoi. Comment bien vivre quelque part. Et l'absence de générosité dans les tours, c'est-à-dire cette absence de plaisir, c'est-à-dire dans les années 50, on fait des tours qui répondent à une quantité de mètres carrés, qui répondent à des conditions d'hygiène, mais que l'on soit dans un très beau paysage, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on fait toujours des petites fenêtres de 1,50 m par 1,50 m, comme si ce beau paysage n'existait pas, comme si on n'avait pas le droit d'aller sur un balcon, de pouvoir mettre sa table à cheval entre le séjour et le balcon, manger là au soleil, etc. Et que cette question de plaisir est totalement absente. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment la réhabiliter et partir là-dessus. C'est-à-dire que finalement, le point de départ, c'est vraiment quel est le plaisir qu'on peut offrir. Non, mais c'est vrai qu'on peut penser qu'à l'époque, il y avait cette nécessité d'aller vite, que finalement, peut-être qu'on a un peu oublié de penser à ce qui se passait à l'intérieur, parce qu'il fallait produire en peu de temps. Mais peut-être aujourd'hui, on le sait, ça, que donc aujourd'hui, il ne faut pas continuer, il faut essayer de faire mieux, quoi. C'est a priori plus facile de faire ça, de concevoir l'espace par l'intérieur quand il s'agit d'une maison, une petite maison, une maison modeste, que quand il s'agit de 500 logements. Donc, le fait d'avoir commencé par les maisons et d'avoir suivi sur l'habitation collective, en se positionnant toujours sur cette question de l'intérieur, effectivement, et je pense que c'est intéressant. Voilà.
faire en sorte que toutes les maisons aient cette capacité d'offrir le maximum, et en même temps qu'elles puissent avoir éventuellement une situation qui soit légèrement différente, parce qu'elles ne seront pas toutes au même endroit. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on est dans une situation de collectif. On a perdu un certain nombre des qualités de la maison individuelle. On n'a plus de jardin, par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est de se reposer les questions, qu'est-ce qui remplace le jardin? Comment finalement on va essayer d'exploiter au maximum les qualités que le collectif est capable d'engendrer, parce qu'il va y avoir plus de proximité, parce que les systèmes de circulation seront plus efficaces, plus rapides, etc. Donc comment on peut à la fois profiter de cette qualité et en même temps résoudre des problèmes de trop grande proximité sur les questions acoustiques, etc. En évitant de rester sur les normes minimums, mais là encore en essayant de pousser le collectif au maximum de ses capacités, quitte à le rendre identique à la maison individuelle. Finalement, pourquoi, si on habite dans une tour de 20 étages, on n'aurait pas le droit d'avoir un jardin, d'avoir la même capacité de liberté que l'on a dans une maison. Ça veut dire, par exemple, quand je suis dans un couloir, ce couloir n'est pas forcément un cul-de-sac, je peux prendre ce couloir, rentrer dans ma chambre, de ma chambre ouvrir une grande baie coulissante, passer sur un large balcon, par le balcon passer devant les chambres voisines, revenir et rentrer par la cuisine ou par le séjour. Voilà, chose que l'on fait plus ou moins dans une maison et que l'on fait généralement pas dans les logements collectifs qui sont faits au minimum. Donc redonner ce luxe, ce plaisir, cette facilité aussi au logement collectif. Ce qui est important, c'est de laisser la place, c'est que l'architecture laisse la place à cette façon de vivre. C'est-à-dire qu'au départ, on ne conditionne pas de façon trop lourde une façon de s'installer dans une maison. Alors évidemment, on ne peut pas dire que les maisons à Mulhouse soient banales, quoi. Mais en même temps, on a essayé de ne pas aller trop loin dans la finition des choses, dans le détail, pour que les choses puissent être adaptées, transformées, habitées, et qu'elles gardent malgré tout ces qualités d'espace possibles. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de faire aussi, de ne pas aller trop loin dans la définition architecturale au point que ça devienne exclusif de tous les apports des habitants. Je trouve que par rapport à l'habitat social, enfin bon social, le terme est, on aimerait bien parler juste d'habitat. Et je pense qu'en réalité, l'habitat bourgeois il est tout autant étriqué que l'habitat social. Que dans certains cas, l'habitat privé est peut-être même moins bien que l'habitat social. Ce qui nous a sauté aux yeux quand on a fait Mulhouse, c'est que c'était étriqué. On était dans un système complètement étriqué. Et on s'aperçoit qu'on y tombe vite dans ce système étriqué, à vouloir gagner un demi-mètre carré sur l'entrée, qu'on va pouvoir ensuite réaffecter au séjour, qui au lieu de faire 22 mètres carrés 50, fera 23 mètres carrés, etc. Donc ça entraîne toute une complexité de circulation, de projets, etc. Et sur laquelle, en plus, sur cette situation contrainte et étriquée, sont venus renchérir tout un tas de normes, de règlements, etc., appliqués précisément à cette complexité et à cette typologie de logement. Et qu'en même temps, quand on est dans cette galère sur le logement social, sur la façon de faire du logement social, on s'aperçoit que depuis 20 ans, on parle et on constate la situation qui est celle du loft. Voilà. Le loft, c'est-à-dire on a un espace qui a été fait pour autre chose, pour un garage, un atelier, une usine, un artisanat, et puis on rentre, on met son lit, sa télé, son frigidaire, son four, son téléphone, et puis tout d'un coup on a la facilité et la place. Voilà. Et quand on a travaillé sur Mulhouse, on a comparé ces deux attitudes, celle du logement social, la façon dont il était fait, celle du loft, et on s'est dit, si on faisait des lofts neufs. Voilà. Si dans un premier temps on se concentrait sur la fabrication d'une sorte de structure, ossature, enveloppe maximum, qu'ensuite on se dise, on habite là-dedans. Voilà. Et c'est ce qui a produit ces espaces,
typologie d'espace qui était assez surprenante pour nous quand on a découvert les espaces auxquels on arrivait par rapport à, dès qu'on a cloisonné et séparé les logements les uns avec les autres. On était dans une sorte de typologie totalement inattendue pour nous aussi. Ce qui est intéressant aussi à Mulhouse, avec le développement de ces habitations assez grandes, c'est qu'on voit que finalement, par la configuration d'avoir deux niveaux, avec deux niveaux de taille inégale, c'est-à-dire soit le rez-de-chaussée qui est grand et l'étage plus petit, ou le contraire, et la profondeur aussi des habitations, finalement, on arrive à introduire la question de distance à l'intérieur d'un espace. Et c'est finalement assez agréable de pouvoir être à distance, ce qui fait qu'on se perturbe pas les uns les autres. Et ça permet aussi de limiter les cloisonnements, parce qu'on n'est pas forcément obligé de se fermer dans sa chambre. Donc c'est cette question de la dimension, là on voit à quel point elle est intéressante et elle est agréable. Et d'ailleurs, dans les 14 habitations, il y en a très très peu qui ont ajouté du cloisonnement, ou c'est très très peu, quoi. Le projet du Petit Maroc à Saint-Nazaire, donc c'est un concours qu'on a fait l'année dernière, dans un quartier assez extraordinaire, entre l'estuaire et le bassin à flot et la mer. Et c'est un quartier de maisons et de petits collectifs, je ne sais pas, qui a 50, 60 ans à peu près, quoi. Et dans le cadre du projet de rénovation urbaine de ce quartier, donc proche de la base sous-marine, il nous était demandé donc de démolir donc un ensemble de 36 habitations pour reconstruire à la place 55 logements neufs, logements sociaux. La façon dont on a réagi, c'est de la même que pour la Corse ou le Cap Ferré ou ailleurs, c'est d'aller voir sur place et d'essayer de regarder comment, de regarder le site, de regarder ses qualités, les ambiances. Et là, on a découvert un quartier qui avait extrêmement atypique, très poétique, assez extraordinaire, une perspective très, très large, puisque en fait, on avait immédiatement la mer devant et puis l'air qui arrivait. On s'est dit que finalement, garder ça, c'était indispensable, et c'était absolument pas contradictoire avec le principe d'arriver à faire 55 logements dans cette partie-là. Une des premières démarches a été de se dire on ne démolit pas et on essaie de faire avec ce qui existe, qui était en bon état. C'est-à-dire la question de l'état des bâtiments ne posait pas de problème majeur. Et à la fois donc de se demander comment on pouvait significativement agrandir et transformer les habitations existantes, c'est-à-dire faire ce qui manquait, plus ajouter des appartements neufs. Dans ces projets, que ce soit donc la Corse, la maison en Corse, ou la maison au Cap Ferré, ou le Petit Maroc, ou les transformations de tours et de bars, ce qui est en jeu, c'est la douceur. Voilà. Comment on est aujourd'hui capable d'être extrêmement doux dans des interventions que l'on fait sur des contextes ou des situations bâties ou des situations habitées. Comment on est doux avec les rosiers, comment on est doux avec les arbustes, comment on est doux avec les arbres, comment on est doux avec les voiries et les petits chemins qui sont tracés, comment on est doux avec les bâtiments, comment on est doux avec les habitants de ces immeubles. Voilà. Comment on est capable de transformer radicalement des choses, de les améliorer, que ce soit en qualité, en quantité, avec cette délicatesse d'intervention. Et dans ces conditions, je pense qu'on est capable de gommer tous les défauts de la situation précédente. On est capable de renchérir sur toutes les qualités de la situation précédente, plutôt que de les nier, de les abandonner, de les réduire à néant parce qu'il y aurait un petit problème à un endroit qu'on ne saurait pas résoudre. Faire avec toutes ces qualités et au contraire leur donner la possibilité de se développer encore plus. Moi je crois que
aujourd'hui, il y a tous les moyens techniques. C'est ce qui est assez extraordinaire, je trouve, en architecture, en technique, c'est qu'on a le sentiment qu'on peut tout faire. Il faut juste prendre du temps, observer, écouter, réfléchir et essayer de suivre cette délicatesse d'intervention. Et après, c'est étonnant la façon avec laquelle tous les problèmes se résolvent les uns après les autres. Je fais souvent cette association avec ce que j'ai vu quand j'étais en Afrique. Et c'est terrible de dire ça, mais les problèmes aujourd'hui en France ou en Europe, à partir du moment où on constate qu'il y a 1 million de demandes de logements sociaux en attente, que l'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui couchent dans la rue, qui ne trouvent pas d'endroit pour dormir, on s'aperçoit que les problèmes, ils sont du même niveau. Et que par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas l'incapacité de résoudre ce problème. Donc, il faut arriver à trouver la même inventivité, même astuce, ce même système, se dire que par rapport à ça, il n'y a pas 1 mètre carré de béton à gâcher, à louper, à démolir, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut tout récupérer, et il faut tout transformer, il faut passer de ce qui est jugé comme très mal à quelque chose qui est très bien, et simplement par du complément, par de l'ajout, par de la transformation, en se positionnant, là encore, à l'intérieur de chaque habitation, à chaque étage, à chaque niveau, avec des expositions qui sont différentes. Et quelle que soit l'histoire de ces grands ensembles, de ces immeubles, qu'on les ait fait trop vite, qu'on ne s'en soit pas occupé après, peu importe, être pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette situation-là, même si on pensait qu'il ne fallait pas les faire de cette façon-là il y a 50 ans, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec? De la même façon que dans quelques temps, on va se poser la question par rapport au lotissement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lotissements qui recouvrent la France, qui ont multiplié par 10 la surface des villages dans les 30 dernières années? Quelle est cette capacité d'évolution? Voilà. Ça, on ne sait pas. Il faut travailler, il faut y réfléchir. Mais c'est aussi ça, c'est intéressant. On a l'impression que les choses, elles fonctionnent toujours en termes de modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit le modèle du grand ensemble a vécu, il faut trouver autre chose. Mais déjà parler de cette façon-là, ça veut dire qu'on condamne un modèle pour le remplacer par un autre, dont on ne sait pas si dans 10 ans ou 15 ans, il ne sera pas lui aussi totalement obsolète. Donc c'est un peu, pour nous, cette idée de dire, mais il faut multiplier les alternatives, il faut multiplier les possibilités, il faut tout élargir et pas se censurer ou se contraindre dans cette idée du modèle. Donc aujourd'hui, on est dans le modèle que le petit bâtiment de 3 étages serait plus... Mais ce sera la même chose si, à côté de ça, il n'y a pas tout ce qui fait aussi la vie collective. Ce sera la même chose. Donc c'est un peu cette façon comme ça d'être autiste à un ensemble de problèmes et de toujours trouver une solution par la modification de l'espace, et puis aussi peut-être à travers ça une forme de condamnation de l'architecture contemporaine, de l'architecture moderne. Donc c'est tout ça qu'on essaie, on essaie de réfléchir à des solutions qui partent de l'existant en se disant c'est toujours une base qui est là et qui fait qu'on pourra faire plus à partir de ça, parce que casser pour reconstruire, c'est très cher, c'est très coûteux. Surtout, ce système permet d'atteindre ce maximum dont je parlais tout à l'heure. Quelle est la situation maximum? Situation maximum, on l'obtient si on fait avec. Si finalement, ce qui était prévu pour la construction de quelque chose de neuf, une fois qu'on a démoli, on peut l'additionner, et l'addition de ce qui est nouveau et de ce qui est existant propose le luxe qu'on n'obtient pas si on démolit et qu'on reconstruit. Alors, est-ce que finalement, depuis 50 ans, on s'aperçoit que les dimensions des appartements n'ont pas évolué? Voilà. Souvent, c'est même un peu plus petit. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2005, on ne pourrait pas imaginer que
les logements qu'on fait aujourd'hui, ce seraient des logements qui seraient tout à fait luxueux et spacieux en 2050 ou en 2100, et que c'est maintenant qu'il faut commencer à les construire et à les transformer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la plus grosse énergie inutile qu'on peut mettre, c'est justement à essayer de se sortir de la pression croissante, de la question de la responsabilité, de la garantie, voilà, comment finalement, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de choses qui finissent par se décider sur ces questions-là et pas sur des questions d'intelligence, de bon sens, de performance technique. Ce qui me paraît intéressant, aujourd'hui, c'est de suivre ou de précéder, d'être l'habitant. Voilà, comment on prend du plaisir à être habitant et à produire des espaces habitants, architectes, utilisateurs. Et donc à oublier le standard. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que on subit on subit le standard. On est dans un système de modélisation où finalement toute situation un peu complexe doit être identifiée à une situation générique extrêmement simplifiée par rapport à la complexité de celle que l'on traite. Et ensuite, une fois qu'on a pu assimiler la situation complexe à une situation déjà traitée, il n'y a plus qu'à appliquer les normes, les règlements. Alors, je trouve que c'est intéressant d'utiliser le standard, c'est pas intéressant de le subir. Actuellement, on subit le standard. Il faut que ce bâtiment, on va le classer dans cette rubrique. Et s'il est dans cette rubrique, thermiquement, il va fonctionner comme ça, socialement, il va fonctionner comme ça et comme ça. Alors que c'est jamais vrai. On peut aller vers beaucoup plus de qualité. Et donc, d'une certaine façon, ce système, c'est exactement le même que celui qui a fait qu'on a fait des cellules par paquet de 500 au moment où on a construit les tours et les immeubles. Voilà, on est dans cette simplification des choses là, alors que on devrait admettre que les situations sont complexes et que c'est très bien qu'elles soient complexes. C'est encore mieux. Finalement, c'est 100 fois plus de qualité, cette complexité. Et qu'il suffit de réfléchir, observer, écouter, pour savoir trouver la façon de se déplacer, de transformer dans cette complexité-là, avec cette complexité-là, et grâce à cette complexité-là. Cette volonté-là de toujours tout ramener à quelque chose de connu, c'est quand même aujourd'hui une crainte inouïe de la différence, de l'inconnu. Donc il vaut mieux reproduire des choses qu'on contrôle plutôt que d'analyser réellement la notion de risque ou l'intelligence ou la performance de quelque chose qu'on s'apprête à faire. Donc ça, c'est aujourd'hui, je pense, une tendance assez forte, quoi, de vouloir totalement tout contrôler par la peur que rien ne puisse arriver, aucun embêtement, quoi, rien, aucune surprise. Moi, je trouve que c'est un manque de confiance terrible dans le savoir-faire des architectes, dans leur capacité justement à déjouer des situations complexes. Moi, j'ai pas besoin qu'on me mette devant une situation simplifiée. Là où je suis performant, je pense, c'est à essayer de trouver les façons de dénouer une situation apparemment inextricable. Tout est normal, quoi. Il y a un maître d'ouvrage qui est un bailleur social normal, il y a des architectes, il y a des habitants, il y a, les budgets sont ceux du logement social, les contraintes aussi, donc non, ça ne devrait pas être considéré du tout comme une expérimentation. En tout cas, nous, on ne l'a pas du tout considéré comme ça. C'est ça qui est terrible, cette question de la reproductibilité. Voilà, on fait quelque chose qui est une expérimentation, donc les gens seraient des cobayes, et après, ça servirait à faire à nouveau du standard sur la base de l'expérimentation qui a été faite. On en revient au manque de confiance vis-à-vis de l'architecte et à sa capacité à inventer à chaque fois. On fait que du sur-mesure dans une économie totalement maîtrisée, en faisant chaque fois que c'est une aventure, en faisant chaque fois que les gens soient heureux et contents
enfin, il faut juste laisser faire cette aventure. Non, mais pas la cadrer, la contraindre. C'est quand même, malgré tout, l'essentiel de la fonction d'un maître d'ouvrage et d'un architecte, et finalement d'inventer en contrôlant évidemment les situations, parce que ça doit fonctionner, ça doit marcher. Mais c'est quand même, c'est même plutôt un comble d'avoir à dire que c'est une chose exceptionnelle, quoi. Ce qui devrait être reproduit, c'est l'envie de faire ça. L'envie et puis l'engagement, même pas les moyens, parce que les moyens, c'est toujours les mêmes, quoi. On va faire 15 opérations de logement dit social, le cadre des moyens sera le même. Donc, a priori, je pense que c'est plus une question de volonté, quoi, et vraiment de considérer que c'est le rôle du maître d'ouvrage et de l'architecte de travailler dans ce sens. Je ne sais pas d'où elle vient cette image négative, moi, des architectes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le maître d'ouvrage, lui, il voudrait bien fonctionner avec un architecte qui va lui faire un petit truc déco un peu kitsch sur la façade, qui va faire en sorte qu'on va parler quelques entrefilets dans le journal du coin, et puis qu'après, il a un bureau de contrôle qui assure tout et qui contrôle tout. Voilà. Et alors, qui réduit toute proposition à une question de validité technique, quoi. Mais nous, il nous semble qu'en tant qu'architecte, on doit se placer comme ça et c'est là où peut-être on regagnera beaucoup plus de crédibilité et d'importance, quoi. C'est de se dire, nous, on a une formation, on a des compétences qui nous permettent d'intervenir bien en amont que d'avoir un cadre extrêmement contraint au point et à la virgule près pour faire un bâtiment où on vous donne déjà toutes les prises de courant qu'il faut mettre. Donc c'est ça qu'on essaie un petit peu, nous, d'introduire dans notre façon de travailler, quoi, d'essayer de réfléchir plus en amont sur les questions. Il y a des périodes où les architectes prennent peut-être plus la parole que d'autres aussi. Dans les 50 dernières années, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de situations où le politique finalement demandait vraiment aux architectes Je crois qu'il faut le revendiquer aujourd'hui, ce rôle politique. C'est-à-dire effectivement dire, moi ça ne m'intéresse pas de travailler dans ce cadre-là, parce que je pense que en amont de cette décision, il y a quelque chose de plus intéressant à faire. Bon, c'est le but d'une étude, quoi, à un moment donné, qui essaie de poser cette question sur cette question-là. Mais on pourrait faire la même chose sur l'aménagement public, où aujourd'hui, dans toute la France, on tartine les villes avec des pavés qui viennent de Chine, des petites borduraires de béton, etc. Qui sont extrêmement contraignants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est de la démagogie? C'est montrer qu'on met des pavés, c'est montrer qu'on s'occupe des gens? Moi, je crois que c'est tout simplement un peu cette envie de propre, d'ordre. C'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. Il faudrait tout remettre un petit peu au carré. Il faut que les villes anciennes soient super nettoyées, propres. Il faut que les sols soient bien au carré. C'est un peu, je crois que aujourd'hui, on est un peu dans ça, quoi. On a un peu peur finalement de ce qui n'est pas contrôlé, quoi. Donc, je pense qu'on subit un peu. En tant qu'architecte, nous, on n'est pas différent on ne peut pas penser quelque chose en tant qu'individu, en tant que citoyen, et ne pas faire quelque chose qui soit cohérent en tant qu'architecte. Donc. Sur cette question de l'espace public, sur un projet souhaité d'embellissement d'espace public, on a répondu sur un projet qui consistait à dire que notre projet, c'était de ne rien faire. Ce qui nous semblait que c'était... il y avait un espace public qui avait une qualité, une façade qui avait du charme, une ambiance, etc. Et qu'il n'y avait pas de raison de modifier le sol, de changer les bancs, de changer le lampadaire, etc. Qu'il fallait revendiquer la beauté de la place telle qu'elle était et dire il n'y a rien à changer, il faut la nettoyer, hein, c'est tout, l'entretenir, mais il n'y a pas de projet à faire autre que celui-là, à faire là-dessus, quoi. Quand on écoute certains maîtres d'ouvrage,
on a l'impression qu'on a affaire à une population standard, voilà, d'individus ou de familles qui sont toutes identiques. Et il faut faire ça, ça, ça et ça, parce que ils vont aimer ça, ça, ça et ça, ils vont pas aimer ça, ça, ça et ça. Ils n'aiment pas le béton brut, ils n'aiment pas quand c'est trop grand, ils n'aiment pas quand c'est trop haut. Ils n'aiment pas les cuisines ouvertes, ils n'aiment pas les rideaux. Voilà, ils aiment quand il y a du bois. Donc on a l'impression d'avoir en face de soi une sorte d'image d'un personnage standard. Et le maître d'ouvrage est toujours très très inquiet par rapport à ce qu'on lui propose. Parce qu'il dit non, 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 ça ne marchera jamais, ils n'accepteront jamais. À Mulhouse, pratiquement 3 semaines à 1 mois avant que les locataires ne rentrent dans les logements, le maître d'ouvrage était très très inquiet. Et je pense que les gens, ils sont bien plus extraordinaires qu'on l'imagine. Il n'y a pas un individu standard, il n'y a que des familles, des individus extraordinaires. Quand on a fait la première maison, la maison La Tapie, l'aventure avec cette famille était extraordinaire. On a rencontré des personnes qui, finalement, ont fait du dispositif qu'on leur a donné quelque chose de bien plus intéressant que ce que nous, on aurait pu imaginer. On nous a dit, oui, mais des clients comme ça, il y en a un, vous n'en trouverez jamais d'autres. Puis il s'est trouvé que on a fait une maison un peu dans des conditions identiques avec Pierre Guinchard. Lui aussi, il était extraordinaire, différemment de M. Latapie, mais tout à fait extraordinaire. Et puis il semble que tous les 14 personnes qui habitent à Mulhouse, ce soient tous des gens extraordinaires. Voilà. Donc en fait, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a que des gens extraordinaires. Et il faut faire des maisons pour ces gens-là. Bien. Il y a une vraie communauté qui s'est créée entre les 5 projets. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée aussi avec la cité qui existait, la vieille cité. Et parce que je sais que d'ores et déjà, il y a les gens qui font des repas de quartier, etc. Je crois qu'ils sont, oui, ils sont assez fiers, quoi. Ils sont assez fiers d'habiter là, d'être là, dans ces logements. Et moi, enfin, en tant qu'architecte, en tant que participant à une des opérations, c'est étonnant à quel point j'ai senti une certaine amitié avec mes collègues architectes qui ont travaillé quand je me suis retrouvé au milieu du projet. Et je ne sais pas, Nouvelle avait insisté pour qu'on fasse des repas, qu'on se voit, qu'on mange ensemble, qu'on boive ensemble, etc. Et je pense que finalement, des choses aussi simples que ça finit par rejaillir sur un projet. Avec cette complicité qu'il peut y avoir sur la façon dont on a travaillé, qui fait que c'est absolument pas comme un village expo. Cette complexité, cette qualité-là, elle se sent, et que je pense que les gens, les habitants la partagent aujourd'hui aussi. D'ailleurs, une des dernières visites qu'on avait fait, où on était tous les architectes, il aurait fallu aller partout, quoi. Tous les gens nous invitaient chez eux, et c'était vraiment c'était assez émouvant, quoi. On était heureux quand même d'être là tous, et puis de voir que les gens maintenant c'était approprié nous disaient venez chez moi, et Jean Nouvel qui était là, qui jouait parfaitement le jeu aussi, qui est allé chez les gens et puis qui s'inquiétait de tous les petits problèmes qui pouvaient encore rester, et avec une simplicité vraiment étonnante, quoi. C'était, je sais pas, je pense que c'était vraiment une fin assez heureuse, quoi.